Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être ici aujourd'hui. J'ai un enjeu très spécifique sur lequel j'aimerais vous poser quelques questions. Je sais que mon collègue Claude Gravel vous en a mis au courant. C'est la question du réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario. C'est un programme qui était coordonné par Contact interculturel francophone de Sudbury. Et ils ont vu leur financement refusé, dans le fond, par votre département tout récemment. Et il y a beaucoup d'inquiétudes autour du manque de clarté des critères d'évaluation et aussi de l'impact que ça va avoir parce que maintenant, ça va être géré malgré temporairement à partir d'Ottawa et sachant les opportunités économiques qui sont disponibles dans le nord de l'Ontario et la forte communauté francophone, je me demandais si vous pouvez, premièrement, clarifier les critères, mais aussi, deuxièmement, peut-être nous expliquer comment vous allez vous assurer que ça n'ait pas un impact négatif dans le nord de l'Ontario. OK. Vous posez les questions un peu techniques, donc je vais demander à Corinne à répondre. Si je comprends bien, il y a un de nos 13 réseaux, celui de quoi vous parle à Sudbury, où il y a une entente de contribution qui n'est pas encore signée. Et je ne m'occupe pas des ententes dans le ministère, mais je comprends bien de mon collègue qu'il y a encore une couple de choses à faire avec l'entente de contribution avant que ça doit être signé. Alors, si vous nous permettrons, on peut expliquer plus en profondeur l'état exact de cette entente de contribution-là. Et on peut répondre. Oui, et on peut répondre. Ça fait au comité, puis je suis certain que mon collègue... Mais je peux dire globalement qu'il y a il a posé la question, c'est quoi les critères pour décider? Il y a un système de pointage qui est utilisé par les ministères pour évaluer la performance historique et la qualité de propos qui sont faits par l'organisme. Il faut le faire de façon juste et objectif, parce franchement, on ne peut pas subventionner toutes les demandes que nous recevons, mais il y a les fonctionnaires, ils font une analyse avec un système de pointage pour chaque demande, ce qu'ils reçoivent par les organismes. Parfait, je vous remercie. Je n'ai pas de doute que vous allez suivre le dossier, mais je suis certain aussi que mon collègue, M. Gravel, va certainement vous relancer de toute manière. L'autre question que j'avais en parlant de points de service et d'offres de services, dans le fond, c'est on voit des points de service dans l'Atlantique qui commencent à fermer. Il y a une réduction de services, une certaine centralisation, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez fait d'études d'impact sur l'impact que ça va avoir sur ces communautés de minorités linguistiques francophones, notamment dans ces régions-là? Non, on n'a pas. Mais écoutez, vous parlez, je crois, du bureau de CIC. Oui. Évidemment, dans les compressions budgétaires dernièrement, il a fallu que nous réalisons les économies administratives avec la fermeture d'un certain nombre des bureaux locaux. Mais écoutez, franchement, la plupart de ces bureaux étaient très petits, 1, 2, 3 personnes, sans service direct. Ce n'était pas efficace d'avoir toutes sortes de petits bureaux avec très peu de services. Je viens de visiter Moncton, où j'ai visité l'organisme qui s'appelle MAGMA, le Moncton Greater Area Multicultural Association, et ils ont reçu de notre ministère un quadruplement des fonds pour services d'établissement, y compris pour les francophones. Et leur personnel, leurs services ont augmenté énormément. Ça, c'est pour moi beaucoup plus important que 2 fonctionnaires dans un bureau qui font très peu pour les clients. Merci, M. le ministre. Sauf que je veux juste ma compréhension de la loi sur les langues officielles, c'est que vous n'avez pas une obligation dans des communautés où est-ce qu'il y a une minorité linguistique de faire ces études d'impact. C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais la loi ne vous oblige pas de le faire. C'était ma compréhension de la chose. On n'a pas fermé les bureaux dans les communautés en situation minoritaire, mais ce n'était pas une décision en ce qui concerne la langue officielle. C'était une question d'efficacité. On a réduit notre bureau à Vancouver, mais c'est pas quelque chose qui traite des questions linguistiques.
Est-ce que vous serez en mesure d'offrir à ce comité une liste des centres fermés d'ici le 21 juin? C'est pas les centres, mais c'est les bureaux, les points bureaux de service, CIC. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire parvenir cette liste-là? Parfait, merci. L'autre question que j'avais, juste pour, si j'ai encore un peu de temps, pour rebondir sur ce que mon collègue, M. Godin, vous a demandé par rapport aux exigences linguistiques dans les avis d'emploi de travailleurs temporaires étrangers. Vous avez dit qu'à partir de maintenant, dorénavant, ça sera illégal d'afficher d'autres langues autres que les langues officielles. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y aura une exigence dans une langue ou l'autre. Donc, par exemple, un francophone chez M. Godin qui veut aller travailler à Fort McMurray, il ne sera peut-être pas plus qualifié, même si ces langues-là sont exclues. OK, merci, merci, M. Dubé, ministre. Ça, c'est la décision d'employeur. On ne peut pas forcer les employeurs privés à choisir les personnes les personnes bilingues ou francophones ou anglophones. Ça, c'est une décision d'employeur dans le marché de main-d'œuvre privé. Mais à la suite du mois dernier, il ne peut pas faire afficher ou publier une poste exigeant une langue non officielle. OK, merci.